Chapitre 7. Mission sauvetage. Première partie. Au même instant, à plusieurs centaines de kilomètres de là, une voiture de police stationnait aux abords d'un énorme centre commercial, le plus grand de la région, d'après l'affiche criarde qui recouvrait sa façade monumentale. Autour d'eux, un immense parking s'étendait à perte de vue, rempli de voitures et de visiteurs munis de parapluies. « Encore une journée à attendre sans rien faire », grommela Wallis Silver en suivant du regard les gouttes glacées qui roulaient sur son pare-brise embué. La jeune policière se renversa sur le dossier de son siège et tapota son volant du bout des doigts, maussade. Depuis plus de 3 ans, et sans aucune explication claire sur la raison de cette mobilisation inédite, elle et ses collègues étaient réquisitionnés nuit et jour pour patrouiller inlassablement dans les environs. Elle en était à son 10e jour de travail d'affilée et commençait à en avoir plus qu'assez. « Allez, d'une aire !» répondit vigoureusement son voisin, un dénommé Max. Le Premier ministre a été clair. Avec cette météo catastrophique, un glissement de terrain ou une inondation peuvent survenir à tout moment. Et en plus, cet après-midi, c'est l'ouverture des soldes. Tu imagines le monde qu'il y aura dans ce centre commercial? Il faut rester sur le qui-vive. Wallis se tourna vers lui exaspéré. Elle aimait beaucoup son collègue, mais la manière cérémonieuse qu'il avait de parler de ses supérieurs commençait à lui taper sur le système. « Tu parles, » soupira-t-elle. « Je suis sûre que ça a un rapport avec les derniers faits divers. Franchement, toutes ces histoires sont louches. Tu ne trouves pas ?» Max fronça les sourcils pour manifester son incompréhension. « Mais si !» insista Wallis. « Tu ne trouves pas qu'il se passe des choses étranges en ce moment? Souviens-toi, tu sais, ça a commencé avec cet ingénieur qui s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur de calcul et fait évacuer le pont qu'il avait construit 10 minutes avant qu'il ne s'écroule. Et puis il y a eu cette école, dont le directeur a décidé sur un coup de tête d'emmener l'intégralité des élèves et des enseignants en vacances sous les tropiques. Et un quart d'heure après leur départ, boum, l'école explose. Soi-disant à cause d'une infiltration de je ne sais quoi dans le toit qui aurait produit une réaction chimique avec la nourriture de la cantine. Et ça a continué avec ce fameux concert dont la chanteuse n'a aucun souvenir. Non, sérieusement, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces sornettes. À mon avis, il se passe quelque chose de grave, mais le gouvernement ne veut pas nous inquiéter. Tout ça parce que les élections approchent. « J'en sais rien, » répondit Max en haussant les épaules. « Mais s'ils nous font travailler autant, il doit bien y avoir une raison, je leur fais confiance. »« Toi, on sent que tu veux monter en grade, » fit remarquer Wallis. Max sourit timidement et ne prit même pas la peine de se défendre. Wallis avait deviné juste. « Bon, on va se chercher un truc à manger » proposa-t-il, dans l'espoir de mettre sa collègue de meilleure humeur. « Il fait faim. » Malgré le martèlement de la pluie sur le toit de leur voiture, on entendait l'estomac de Wallis gronder bruyamment depuis une bonne demi-heure. « C'est pas de refus, » dit-elle en esquissant enfin une ébauche de sourire. « On peut bien laisser Cathy et Owen se débrouiller tout seuls pendant 5 minutes. » Elle s'empara de son talkie-walkie, dit quelques mots à ses collègues qui stationnaient non loin de là, puis démarra la voiture et sortit du parking pour s'aventurer dans la zone industrielle désaffectée qui côtoyait le centre commercial. « Je connais un bon Chinois, pas loin d'ici. »« Par là, tu es sûr ?» demanda Max, en considérant avec méfiance la rue déserte dans laquelle il venait de s'engager. « Sûre et certaine. C'est un peu planqué, mais tu verras, leurs nems sont à tomber. »« Quoi, pourquoi tu rigoles ?»« Tu es vraiment incorrigible, » dit Max hilar. « Il n'y a que la nourriture qui te rend aussi enthousiaste. »« En effet, » affirma Wallis, « et je n'ai pas honte de ça. »« Eh, qu'est-ce que c'est que ça ?» La voiture venait de tourner derrière un ancien entrepôt, là où était censé se trouver le restaurant préféré de Wallis. Mais un énorme camion rose immobilisé au milieu de la chaussée leur barrait la route. « C'est pas vrai !» Wallis enclencha la marche arrière et se retourna, mais constata qu'une voiture orange vif s'était faufilée derrière eux sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Wallis recula de quelques centimètres pour leur faire comprendre son intention et klaxonna furieusement. « Allez, reculez, bande d'empotés !» Mais la conductrice de la voiture orange vif, une dame élégante aux longs cheveux cuivrés et au visage couvert de taches de rousseur, se contenta de lui adresser un sourire aimable et un petit signe de la main, sans que son véhicule ne remue d'1 pouce. « Mais c'est pas vrai !» pesta Wallis. «
C'est cette cruche qui nous a demandé son chemin tout à l'heure. Quelle poisse! Au moment où elle s'apprêtait à sortir de la voiture pour insulter copieusement la conductrice de la voiture orange, le talkie-walkie se mit à grésiller. Sergent Reynolds pour Max et Wallis. On me rapporte l'intrusion de 2 individus suspects dans Crushfield, à 800 mètres de votre position. Avec le lancement des soldes, toutes les boutiques sont bondées. Je ne veux pas prendre de risques. Vous allez jeter un œil? Il ne manquait plus que ça, soupira Wallis. Adieu mes petits nems adorés. Elle s'empara de son talkie-walkie et l'approcha de ses lèvres. Max essaya de lui arracher afin de l'empêcher de l'utiliser au volant, mais Wallis le maintint hors de sa portée. « Ok, chef, on y va, » répondit-elle sèchement. « Merci, Silver, et avec le sourire. » Wallis reposa brutalement le talkie-walkie sur son socle. « Et maintenant, celle-là va m'entendre. » Elle détacha sa ceinture et ouvrit la portière pour sortir de la voiture, tout en continuant de pester contre les grosses gouttes de pluie qui allaient tremper ses cheveux. En se retournant, elle sursauta. À 1 mètre d'elle, accoudée sur le toit de leur voiture de police, se tenait la conductrice de la voiture orange. Elle était plus grande que Wallis ne l'aurait pensé, et elle souriait en la regardant. L'homme qui l'accompagnait était également sorti de la voiture et s'était mis en travers du chemin de Max. Il était plus petit que la conductrice, avec un ventre proéminent et un air jovial. Tous les deux ne semblaient pas se soucier de la pluie qui tombait sur leurs vêtements et regardaient les 2 policiers comme s'ils étaient à leur recherche depuis longtemps. « Quoi encore ?» explosa Wallis. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Face à eux, les 2 individus ne leur répondirent pas, se contentant de sourire avec amabilité et de tendre vers eux 2 longs cylindres de bois. Malgré leur allure inoffensive, Wallis commençait à se sentir vraiment mal à l'aise. « Qui êtes-vous » demanda Max, en tâtonnant à sa ceinture pour chercher son arme à feu. À ces mots, les 2 individus sourirent encore un peu plus largement. « C'est peut-être ça que vous cherchez » dit le petit homme rondelet et souriant qui lui faisait face en sortant de sa poche le pistolet du policier. Wallis et Max reculèrent d'1 pas, franchement effrayés. « Rassurez-vous, nous ne vous voulons que du bien, » dit la femme avec légèreté. Wallis saisit son pistolet et le pointa sur la femme qui lui faisait face. Mais au même instant, 2 éclairs blancs jaillirent de leurs baguettes et les 2 policiers tombèrent endormis sur la chaussée comme 2 poupées de chiffon. Les 2 sorciers les rattrapèrent avant qu'ils ne se blessent sur l'asphalte et les allongèrent sur la banquette arrière de la voiture, sans oublier de leur prélever à chacun une petite mèche de cheveux, ni de les débarrasser de leur uniforme. Puis ils regardèrent autour d'eux pour s'assurer de l'absence de témoins, revêtirent les 2 uniformes et s'installèrent fièrement à l'avant de la voiture de police. « Wallis et Max vont faire un bon petit somme » rit Vera Goyle en s'asseyant sur le siège conducteur. « Pardon » demanda une voix bourrue depuis la radio de la voiture. Vera poussa un juron à voix basse et éteignit précipitamment la radio qui leur permettait de communiquer avec les forces de police alentour. « Encore une belle journée qui s'annonce » se réjouit Fergus Goyle. « En effet, » approuva Vera en faisant un appel de phare à l'énorme camion rose qui se trouvait devant eux. « Espérons que Carla et Edgar dorment aussi profondément que ces 2 policiers. Mais en principe, j'ai mis suffisamment de potions de sommeil dans leurs assiettes pour endormir un cerbère enragé. »« Il n'en fallait pas moins pour notre chère Carla » gloussa Fergus. Au volant du gigantesque véhicule, leur fille Daisy Goyle guettait leur signal. Dès qu'elle vit les phares de la voiture clignoter, elle sortit son bras par la fenêtre et leur adressa un petit signe de la main. Dans la voiture de police, Fergus Goyle sortit un petit miroir rectangulaire et le cala dans le rétroviseur intérieur. Aussitôt, le visage souriant de Daisy remplaça le reflet des 2 policiers endormis sur la banquette arrière. « On a réussi !» s'exclama Daisy à travers le rétroviseur. « Ce n'est que la première étape, » tempéra Vera. « Mais je dois dire que je ne suis pas peu fière de lui avoir administré ce sortilège de faux souvenirs en m'arrêtant à côté d'eux tout à l'heure. En venant dans cette zone désaffectée, cette pauvre petite avait vraiment l'air persuadée qu'elle y trouverait ce restaurant imaginaire. Peut-être qu'elle reviendra chercher ses fabuleux... Comment dites-vous? Ses nems? Malheureusement, nous sommes obligés de leur faire oublier tout ça, dit Vera, y compris le souvenir créé de toutes pièces de ses nems parfumés et croustillants. Fergus se retourna sur son siège et, avec un petit air de regret, pointa sa baguette sur les 2 policiers endormis. « Oubliettes, dit-il.
Wallis et Max frémirent légèrement dans leur sommeil, puis s'immobilisèrent de nouveau. À leur réveil, ils seront peut-être les nouveaux héros de la nation, dit Fergus Goyle avec excitation. Avant ça, il faut que notre plan réussisse. Allez, Daisy, en route. Et n'oubliez pas de mettre vos chapeaux et vos lunettes afin que personne ne nous reconnaisse. Dans son énorme camion rose, Daisy tapota son volant du bout de sa baguette pour remettre le véhicule en marche. À côté d'elle, sur le tableau de bord, le raveluc Albert, revêtu d'un petit imperméable pour bébé afin de cacher ses ailes et son pelage vif vert à la vue des moldus, poussa de petites exclamations excitées pour réclamer le volant. Daisy lui céda de bonne grâce, et le petit raveluc s'assit sur ses genoux pour empoigner fermement le volant du camion de plusieurs tonnes. À droite, à gauche, attention, je freine. Voilà, c'est là-bas, dit Daisy légèrement tendue. À quelques centaines de mètres devant eux, de l'autre côté d'un immense parking bondé de voitures et de passants pressés, le centre commercial Crushfield dressait son imposante façade vers le ciel, ses parois vitrées brouillées par la pluie battante et par les lambeaux de brume qui s'accumulaient autour de lui. Daisy et ses parents avaient veillé toute la nuit pour se renseigner sur ce bâtiment, sa structure et son contenu. On y trouvait d'innombrables boutiques, de nombreux restaurants et plusieurs salles de cinéma. C'était un lieu agréable, prisé par beaucoup de moldus, mais également l'un des derniers temples de loisirs et d'insouciance qui n'avait pas encore fermé ses portes. C'était un rempart à la terreur que les mange-morts souhaitaient instaurer, un symbole de l'indécence moldue qu'ils dénonçaient et, en conséquence, une cible toute désignée. Comme chaque fois qu'elle et ses parents se promenaient au milieu des moldus, Daisy avait l'impression de se trouver sur une autre planète. Ce monde si proche, et pourtant étranger, différait tellement du leur. Tout y était plus grand, plus imposant, plus figé. Le sol était recouvert de cette étrange matière grise nommée béton. Les bâtiments étaient rectilignes, sans tourelles ni gargouilles. Aucun objet ne flottait dans les airs, ne scintillait ou ne parlait tout seul. Et ces moldus qui étaient si nombreux. Leurs silhouettes étaient semblables aux leurs, leurs expressions et leurs regards également. Mais tout le reste différait. Leur démarche était moins hautaine, leurs vêtements étaient bien moins extravagants que les capes et les bottes des sorciers. Cependant, les enfants gardaient de petits vêtements colorés tout à fait charmants, à l'âge où les jeunes sorciers portaient déjà des capes sombres et des bottes de cuir. Une nouvelle fois, Daisy regretta de ne rien savoir sur les individus qui l'entouraient. Le monde sorcier et le monde moldu communiquaient si peu. Elle quitta ses réflexions pour jeter un coup d'œil dans son rétroviseur extérieur, où elle aperçut la voiture de ses parents qui la suivaient au pas. Puis elle s'adressa à son rétroviseur intérieur, à travers lequel elle pouvait voir leurs deux visages. Son père regardait les moldus par la fenêtre avec son invariable expression enjouée, dénuée de toute préoccupation. Sa mère, elle, regardait devant elle avec une légère appréhension. « Maman, tu es sûre que c'est bien ce bâtiment ?» demanda Daisy en désignant le centre commercial qui dominait les environs. « Que la date et l'heure sont exactes ?»« Affirmatif, » dit Vera. « Mes chuchouris sont formels. »« Ah, tes chuchouris, » soupira Daisy. « Je ne m'habituerai jamais à suivre aveuglément les indications de ces petits animaux. » Vera se détourna un instant du volant pour regarder sa fille à travers le rétroviseur, l'air offensé. Au même instant, deux petites souris violettes au pelage duveteux et coloré et aux oreilles anormalement grandes sortirent leur tête de la poche de poitrine de Vera et se mirent à couiner avec énergie en direction du rétroviseur. Dans son énorme camion rose, Daisy se boucha vivement les oreilles pour ne plus être importunée par les couinements suraigus. « Ça va, j'ai compris, » dit-elle aussitôt, afin d'apaiser les petits mammifères. « Je n'ai rien dit. » Daisy devait bien l'admettre. Les chuchouris avaient prouvé leur fiabilité à plusieurs reprises. Douée d'une ouïe remarquable, elle se faufilait dans tous les recoins du manoir des Malfoy, ainsi qu'au serpent qui fume, où Cléopâtre, l'aigle de Vera, les déposait et les reprenait discrètement de temps en temps. Ainsi, les adorables chuchouris pouvaient alerter leur maîtresse lorsque les mange-morts préparaient une action de grande ampleur. Elles savaient répéter à la virgule près les conversations qu'elles entendaient, à la manière d'un perroquet, ce qui permettait aux Goyle de savoir de quoi ils retournaient. Grâce à leurs espions miniatures, les Goyle avaient réussi à déjouer les plans des mange-morts à plusieurs reprises lorsqu'ils avaient voulu détruire un pont
une école ou encore une salle de concert. Tout portait donc à croire que les chuchouries étaient dignes de confiance. Mais tout de même, se fier à de vulgaires souris pour des choses aussi importantes. Je m'occupe de la mise sur écoute et tu t'occupes des munitions, rappela Vera. Et nous devons nous faire confiance, sinon on ne s'en sortira pas. Tout est prêt de ton côté? Bien sûr, assura Daisy, en se tournant furtivement vers l'arrière du camion, où la mystérieuse cargaison ronflait paisiblement, recouverte d'immenses bâches roses. J'ai trouvé le contenant parfait dans un magasin de jouets moldus pendant l'une de mes escapades clandestines. C'était très amusant et instructif, même si certains jouets étaient franchement effrayants. Regarde, je t'en envoie un échantillon. Tout en laissant à Albert le soin de conduire dans les embouteillages, elle se contorsionna pour attraper quelque chose à l'arrière du camion, puis se pencha au-dessus du siège passager pour placer l'objet en question dans la boîte à gants. « Et voilà !» dit-elle en fermant le compartiment. Dans les deux véhicules, on entendit distinctement un léger sifflement. Puis Vera ouvrit la boîte à gants de la voiture de police et poussa un glapissement horrifié lorsqu'elle en extirpa les deux poupées en plastique et les laissa tomber sur les genoux de Fergus qui sursauta, brusquement tiré de ses rêveries. « Chérie, tu tiens absolument à nous donner des cauchemars ?» s'indigna Vera. « Tu vas me faire croire que les enfants moldus trouvent amusant de jouer avec des horreurs pareilles ?» Daisy éclata de rire. « Je t'assure, maman, c'est un de leurs passe-temps favoris. Ils les habillent et inventent des histoires en les faisant interagir entre eux. » Avec une grimace de dégoût, Vera ramassa les deux poupées qui prétendaient représenter une femme et un homme et les tint devant elle pour les examiner plus attentivement. « Vraiment ? Mais pourquoi les avoir faits aussi affreux ? J'espère que les petits moldus n'essaient pas de leur ressembler. » Elle secoua vigoureusement les deux poupées dans l'espoir d'effacer leur sourire d'une blancheur effrayante et de troubler l'immobilité parfaite de leur visage cireux, mais sans succès. « Bigre !» s'exclama Fergus en se penchant sur la poupée. « Qu'est-il arrivé à cette pauvre petite femme ? Pourquoi ses pieds sont-ils tordus de la sorte ? Et avec une taille aussi étriquée, elle doit avoir bien de la peine pour respirer. Attendez, Vera chérie, je suis sûre que nous pouvons faire quelque chose pour elle. » « Ne m'en parlez pas, » soupira Daisy. « Imaginez un mur entier recouvert de poupées strictement identiques à celle-ci, sans aucune variante, comme si les moldus étaient obligés de s'habiller de cette manière pour être attirantes. »« Je ne veux même pas y penser, » frissonna Vera. Deux passants tournèrent la tête vers la voiture des Goyle et furent surpris de voir deux policiers parler avec animation en agitant un couple de poupées devant eux, tandis que leurs deux collègues dormaient en sous-vêtements sur la banquette arrière. Voyant cela, Fergus leur adressa un sourire enthousiaste et leur fit un signe de salutation, oubliant qu'il tenait toujours une des poupées dans la main. Dépités de voir un policier à l'air simplet leur agiter une poupée sous le nez, les deux moldus se détournèrent en secouant la tête et poursuivirent leur chemin en se lamentant sur la décrépitude qui menaçait leur si beau pays. « Dommage », commenta Fergus en haussant les épaules. Il semblait pourtant fort sympathique. Une fois que les deux moldus eurent disparu, il regarda à nouveau vers l'avant de la voiture, qui évitait avec fluidité les voitures voisines pour progresser au milieu du parking. Ils n'étaient plus qu'à une centaine de mètres de leur cible, la partie du parking réservée aux poids lourds, légèrement surélevée, qui permettait d'avoir une vue imprenable sur le parking des visiteurs et sur le centre commercial. Fergus observa le sommet du bâtiment pendant quelques instants afin de vérifier que le ciel ne commençait pas déjà à s'obscurcir. Puis, lorsqu'il fut assuré que le ciel pluvieux ne représentait pas une menace immédiate, il reporta son attention sur ce qu'il se passait autour de lui. Leur voiture de police passa à côté d'un panneau publicitaire dont les gros titres attirèrent immédiatement son attention. « La boutique de Hamless innove en matière de jouets pour enfants », lut Fergus. « Tiens, quelle coïncidence ! Il parle justement de ces poupées maléfiques. »« Je n'ai pas pu me retenir, » sourit Daisy. « Pendant que les moldus avaient le dos tourné, j'ai modifié quelques-uns des modèles exposés pour un peu plus de fantaisie. Je peux vous assurer que mes nouveaux modèles ont tout de suite eu un succès fou. Bon, je n'ai pas réussi à leur retirer ces horribles chaussures pointues, mais c'est mieux que rien. »« J'aimerais beaucoup voir ça, » dit Fergus avec enthousiasme.
Nous en parlerons plus tard, coupa Vera soudain tendue. Restons concentrés, et regardez bien autour de vous. Il y a sûrement des mange-morts dans les environs. Même si Vera n'avait pas besoin de toucher le volant pour conduire la voiture où elle le souhaitait, ses mains se crispèrent dessus, légèrement moites. « À quelle heure doivent-ils attaquer » demanda Daisy d'une voix mal assurée. « Ceux qui doivent attaquer par surprise quitteront le manoir des Malfoy dans 2 heures, » répondit Vera en consultant le tableau de bord. « Nous avons donc encore un peu de temps avant d'amorcer l'évacuation. Cela nous permettra de réviser notre stratégie. » Elle baissa la tête pour regarder ses chuchouris afin de s'assurer qu'elle avait donné la bonne réponse. Depuis sa poche de poitrine, les chuchouris poussèrent des petits couinements approbateurs. Avec l'aide du Ravluc Albert, Daisy gara son énorme camion sur une place réservée, avec une vue imprenable sur le centre commercial, et ses 2 parents garèrent la voiture de police juste à côté d'elle. « Le vent est à l'est, » dit Daisy en regardant une bannière qui flottait sur le toit du bâtiment. « Il souffle assez fort, 50 km/h à vue de nez. C'est bon signe. Les mange-morts devront avancer face au vent. Cela va les ralentir. » Elle jeta un œil à une carte parcheminée de l'Angleterre, posée sur le siège passager et couverte de traits de crayon autour du Wiltshire. « Le manoir est à 54 km d'ici, » dit Daisy. « La voie des cheminettes est surveillée par les aurores et ils ne savent pas tous transplaner. Ils emprunteront donc la voie des airs. Ils feront sûrement quelques détours afin de brouiller les pistes de ceux qui les auraient repérés et de commettre quelques dégâts sur leur chemin. Ils devraient donc mettre, je dirais, près de 47 minutes pour arriver jusqu'ici, » conclut-elle. Son étude des balais, de leur aérodynamique et de l'impact des vents lui avait permis d'exceller dans ce genre de calcul. « Ça ne fait pas beaucoup de temps, » soupira-t-elle. « Si seulement on pouvait s'y prendre à l'avance et planifier les évacuations avec les aurores, ou même prévenir les policiers moldus quelques jours avant. »« Nous en avons déjà parlé, » répondit Vera. « Voldemort a des espions partout. Si nous commençons à raconter ses projets au ministère, les mange-morts en seraient immédiatement avertis, et notre contre-attaque tomberait à l'eau. De toute façon, les autorités moldues et sorcières sont tellement assaillies de fausses alertes et de canulars que notre avertissement serait inutile. Pour qu'ils nous croient, il nous faudrait révéler notre identité, et donc prendre le risque d'être démasqués par les mange-morts. Non, il faut attendre le dernier moment, comme les autres fois. Nous ne pouvons agir qu'une fois qu'ils sont en route. Autrement, quelqu'un pourrait les avertir que nous sommes en train de déjouer leur plan, et ils pourraient changer de cible à la dernière minute. Ce serait une catastrophe. Oui, c'est vrai. Ils ont déjà changé de plan plusieurs fois, dont une il y a seulement 2 jours. Qu'est-ce qui les empêcherait de recommencer? Les collinards sont trop frileux pour improviser, résuma Vera. Ils exigent de pouvoir repérer les lieux afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'aurore sur place. Et si des mange-morts nous attendent ici, en embuscade? C'est un risque à prendre, admit Vera. Daisy tapotait nerveusement son volant, et Vera avait entortillé sa longue tresse cuivrée plusieurs fois autour de ses doigts. Seul Fergus suivait du regard le trajet des gouttes d'eau sur sa vitre avec un sourire béat, en chantonnant discrètement. « Ce ne sera pas facile, » murmura Vera en regardant l'énorme bâtiment qui se dressait devant eux. « Il faudra faire vite. »« En effet, » dit Fergus, « mais je suis certain que ces charmants moldus seront coopérants. Et puis, après tout, après les 3 exercices précédents, nous sommes parfaitement entraînés. » Vera se tourna vers son mari et lui sourit avec tendresse. Elle était toujours réconfortée par la lueur d'insouciance qui animait invariablement son regard et par le sourire léger qui ne quittait jamais ses lèvres. Fergus avait cette force-là. Aucune peur, aucune angoisse, aucune tristesse ne semblait jamais l'atteindre. Pour cette raison, certains le croyaient fou. Mais Vera avait compris depuis longtemps qu'il s'agissait plutôt de la manifestation d'une immense sagesse. Il ressentait bel et bien toutes ces émotions, mais ne les laissait jamais prendre le contrôle de lui-même. « En tout cas, je suis curieux d'essayer le rôle de policier, » se réjouit Fergus. « Me transformer en directeur d'école moldue était tout à fait passionnant. Vous auriez vu la tête des professeurs quand je leur ai annoncé que nous partions vers les Caraïbes avec tous les élèves. Et quand je me suis transformée en star de la chanson pour convaincre tous mes fans de poursuivre le concert en forêt. Vraiment,
C'était fort plaisant. Je dois avouer que cette robe à paillettes vous allait à ravir, rit Vera. Quant à vous, Vera chérie, poursuivit Fergus, lorsque nous avons dû évacuer ce fameux pont au beau milieu de Londres, vous étiez tout à fait convaincante en ingénieur affolé. Quel jeu d'actrice par Merlin! Je m'en souviendrai longtemps. À ce propos, donnez-moi la fiole de polynectar. C'est bien celle de la policière. Je ne tiens pas à porter la moustache, même pour quelques heures. Pourtant, cela vous irait à ravir, assura Fergus avec une étonnante sincérité. Vera sourit, un peu crispée, et s'efforça de penser à leur succès précédent pour se donner du courage. Ils formaient indéniablement une excellente équipe. Malgré les feintes et les fausses pistes que les mange-morts avaient lancées pour essayer de les identifier et de les neutraliser, les chuchoris ne leur avaient jamais fait défaut. Et les mange-morts avaient continué de se ridiculiser. Alors pourquoi cela serait-il différent cette fois-ci? C'est au moment où elle se posait cette question que son cœur fit un bond dans sa poitrine. Grâce aux jumelles magiques qu'elle venait de mettre sur son nez, elle avait remarqué un énorme attroupement de moldus regroupés près de l'entrée. Une foule d'hommes et de femmes se pressait avec férocité pour entrer dans le bâtiment. En regardant avec ses jumelles à travers les vitres du centre commercial, elle réalisa qu'il était plein à craquer. On pouvait voir des moldus entassés dans les magasins en train de s'arracher des vêtements ou des appareils électroniques. « Par Merlin !» s'exclama-t-elle alarmée. « Pourquoi sont-ils aussi nombreux? L'affluence était bien moindre lorsque nous sommes venus hier en repérage. » Daisy, à son tour, se servit de ses jumelles magiques pour déchiffrer les 2 affiches qui encadraient l'entrée du centre commercial. « Les soldes, lut-elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Sans doute une sorte de cérémonie importante, supposa Vera. Ils disent que ça commence aujourd'hui à 14 heures. C'était il y a 10 minutes. Oh, misère! Nous n'aurons jamais le temps de les mettre tous à l'abri. Au même instant, Daisy regarda son poignet et pâlit dangereusement. Maman, dit-elle avec inquiétude. Ma montre, elle s'est déclenchée. Ils savaient tous les 3 ce que cela signifiait. La montre de Daisy était ensorcelée pour détecter un mouvement massif des mange-morts. Et le signal était clair. Les mange-morts étaient partis plus tôt que prévu. Au lieu de 2h30, il ne leur restait que 3/4 d'heure pour mettre à l'abri les milliers de moldus entassés dans le centre commercial. Vera sentit une bouffée d'angoisse l'envahir. Comment avait-il pu ne pas penser à cette éventualité? Et quelle inconscience! Quelle bêtise d'avoir pris le temps de deviser gaiement sans regarder ce qu'il se passait dans le bâtiment, laissant les moldus s'y entasser allègrement. En quelques secondes, ses mains se mirent à trembler et ses pensées devinrent de plus en plus pessimistes. Comment avait-il pu espérer un seul instant défier toute une armée de mange-morts à eux 3? Comment avait-il pu croire qu'ils étaient à la hauteur? Ils avaient eu de la chance pour les premières opérations, mais ils étaient désormais totalement dépassés. Pendant quelques instants, la panique fut à 2 doigts de lui faire perdre ses moyens. Puis Fergus posa sa main sur la sienne et d'un geste, il mit fin à l'escalade affolée qui avait lieu dans son esprit. « Les mange-morts sont encore loin, » dit calmement Fergus. « Nous avons largement le temps. Nous allons trouver une solution, Vera chérie. J'en suis convaincue. » Comme si Fergus avait été entendu par une mystérieuse force céleste, quelque chose d'étrange se produisit à cet instant précis. Autour du parking et à l'intérieur du centre commercial, les haut-parleurs qui diffusaient les derniers tubes à la mode se turent et les quelques notes de musique qui précédaient une annonce retentirent. « Écoutez-moi » dit une voix féminine dans le micro. « Écoutez-moi tous » Vera et Fergus échangèrent un regard inquiet et un léger frisson leur parcourut l'échine. D'après sa voix hachée et hésitante, la femme qui parlait semblait terrorisée. « C'est très important » poursuivit-elle, le souffle court. « Cet endroit va être attaqué. Il faut absolument que vous alliez vous mettre à l'abri. Partez d'ici. Quittez cet endroit. Fuyez le plus loin possible. Allez-y, vite. Sauvez-vous. Sauvez-vous. Ah !» Il y eut un grand cri, puis le micro fut coupé et la musique reprit de plus belle. Un vent de panique passa parmi les moldus qui se trouvaient dehors, puis, d'un mouvement uniforme, ils se précipitèrent vers leur voiture pour s'enfuir. À l'intérieur du bâtiment, ils abandonnaient leurs sacs de course et toutes leurs acquisitions pour se ruer à l'extérieur.
Vous connaissez cette voix? Demanda Daisy à ses parents. Non, répondit Fergus stupéfait. Je ne l'ai jamais entendue, assura Vera. Mais elle vient de nous faire gagner un temps précieux. Et de toute évidence, elle a besoin d'aide. C'est peut-être un piège, fit remarquer Daisy. Eh bien, je prends le risque, décida Vera. Buvons le polynectar et allons-y. Il faut aider cette femme, et surtout, évacuer tous ces moldus. Et en vitesse, compléta Fergus avec un sourire impatient. Alors que Fergus et Vera buvaient le polynectar d'un trait, la montre de Daisy s'assombrit encore et se mit à vibrer. Il n'y avait plus de doute. Les mange-morts se rapprochaient d'eux, et à toute vitesse.